Alors, on pourra peut-être un peu sourciller et s'étonner du titre de la communication, puisqu'au moment de sa mort, André Bello avait sans doute peu connu personnellement les ordinateurs, ces machines à rétroaction, comme on disait jadis, encore moins Internet. Et je ne saurais dire s'il avait même eu connaissance de la célèbre publicité présentée une seule fois lors de la deuxième mi-temps du match du Super Bowl le 22 janvier 1984, qui annonçait la sortie du Macintosh 2 jours plus tard. Et je le mentionne parce que je crois qu'il aurait été intéressant, en tout cas, d'en lire une analyse de sa part, où je vous rappelle rapidement le contenu de cette publicité, où je vous l'apprends si vous ne la connaissez pas. Si vous ne la connaissez pas, je vous suggère d'aller sur YouTube la voir, parce qu'elle est assez intéressante. Donc, elle est réalisée par Ridley Scott et elle fait référence explicitement à 1984 de George Orwell. Donc, ça commence avec un écran gigantesque sur lequel on voit un individu, un homme en gros flanc qui hurle, ce qui semble être des ordres. Et la caméra nous montre le public, qui est un nombre très, très important de gens qui semblent harassés, épuisés, qui ont l'air d'être des prisonniers, tout ça dans des couleurs très, très ternes. Et puis là, on voit des soldats, des militaires casqués qui arrivent en courant, qui semblent poursuivre quelqu'un, et on voit qui est cette personne, en fait, qui soudainement va donner beaucoup de couleur à la publicité. C'est une jeune femme qui est une athlète, qui est blonde, avec des shorts rouges, un t-shirt blanc, qui apparaît là, très, très coloré et tout ça. Et c'est une athlète, on va le découvrir très vite parce qu'elle a quelque chose à la main, on ne voit pas au début ce que c'est, et en fait c'est un marteau, comme la discipline olympique. Et avant d'être attrapée, elle va lancer le marteau sur l'écran et le faire éclater. Et là défile un texte qui est lu aussi par un narrateur, que là je ne fais que paraphraser, qui dit, en gros, le 24 janvier 1984, le nouveau Macintosh va sortir et vous allez voir pourquoi 1984 ne ressemblera pas à 1984. Et je le mentionne parce que cette publicité me semble d'une certaine façon traduire la pensée ou du moins les désirs du mathématicien et cybernéticien Norbert Wiener qui va m'intéresser essentiellement dans cette communication puisque André Bello en a parlé. Alors, donc le titre de cette communication peut sembler laisser un peu en marge les principaux centres d'intérêt de Bello, évidemment c'était voulu. Elle rappelle qu'il était une curiosité insatiable, intéressé partout et qu'il savait faire des liens auxquels on ne pensait pas spontanément et on oublie souvent ainsi l'intérêt qu'il a manifesté très tôt envers la cybernétique d'une part, envers les fictions tournées vers les robots et les automates d'autre part, mais les deux intérêts étaient liés. Autrement dit, il a porté son attention sur un certain imaginaire scientifique qui, des mathématiques à la sociologie et aux communications en passant par la fiction, obligeait à s'interroger sur la définition de l'être humain. Pour créer un être à son image, encore faut-il pouvoir concrètement définir cette image, ce qui ne va pas nécessairement de soi. Alors, je vais m'arrêter sur un texte qu'il a écrit à ce propos qui s'intitule Wiener et McLuhan. Alors, sur Internet, vous savez qu'on trouve de tout et on peut trouver notamment des forums où il y a des échanges extrêmement longs où on se demande comment prononcer le nom de Norbert Wiener. Wiener. Bon, j'ai essayé d'éviter l'effet Bernard de Rome, mais je vais dire Norbert Wiener. Donc, le texte Wiener et McLuhan est publié en 1967. Je souligne que Bello a publié 5 ans plus tard un autre texte dont je n'aurai pas le temps de parler, qui est un peu le pendant du précédent, qui forme une sorte de diptyque qui porterait cette fois sur la fiction. C'est l'automate comme personnage de roman. Alors, les deux textes se suivent en toute logique dans Y a-t-il un intellectuel dans la salle? Et l'automate comme personnage de roman rappelle aussi, comme Robert le disait tantôt, un cours que Bello a créé au département, au Bouygues Automate dans la littérature d'imagination, que j'ai d'ailleurs repris. Mais avant de m'arrêter sur ce texte, Wiener et McLuhan, je voudrais mentionner qu'à la même époque, donc en 1967, Bello avait démontré sa grande connaissance de la théorie cybernétique en préparant une série de 26 émissions pour Radio-Canada, réalisées, encore une fois, par Fernand Ouellet. Les 26 émissions sont présentées à l'antenne de la radio entre le 1er novembre 1967 et le 24 avril 1968, donc moins de 20 ans après la publication du premier livre de Norbert Wiener qui allait vulgariser et populariser la cybernétique, soit Cybernetics for Control and Communication in the Animal and the Machine, en 1948.
Je tiens à remercier Luc Bonenfant qui a trouvé et m'a remis les textes des 26 émissions, 774 pages placées dans 4 cartables et tapées sur une machine à écrire datant d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, malicieusement cachés dans le bureau de la direction du département d'études littéraires. Alors, les textes des différentes émissions, classés par ordre chronologique, s'ouvrent par le texte suivant, j'en donne le début, l'essentiel. Le terme cybernétique, créé par le mathématicien américain Norbert Wiener en 1948, demeure toujours indispensable pour désigner le vaste domaine théorique et technique que les sciences actuelles occupent simultanément en s'autorisant des concepts modernes d'information et de communication. Ce vaste domaine comprend l'ordinateur, les organismes artificiels, l'automation, la machine à traduire, les modèles logiques et mathématiques du système nerveux, et aussi des vues nouvelles en linguistique, en pédagogie, en administration et dans les sciences de l'homme. Alors, il n'est pas question de littérature ou d'art, mais ce bref texte introductif signale que la cybernétique, et c'est ce que les émissions démontreront, déborde largement du strict domaine scientifique, c'est possible d'imaginer quelque chose comme un strict domaine scientifique, et en fait touche les rapports entre l'individu et son environnement. Alors, j'ai parcouru les émissions, bon, il y a des trucs qui sont un peu datés, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sur le plan politique, qui est assez fascinant de constater que certains propos tenus au cours de ces émissions annoncent assez bien ce qui se déroule aujourd'hui dans un contexte néolibéral. En fait, les thèses de Wiener iront très loin, comme on le sait, en proposant une nouvelle représentation de l'être humain, transparent, il n'existe plus d'opposition entre intériorité et extériorité, et rationnelle, véritable machine à communiquer. Comme l'ordinateur, les membres de l'espèce humaine traitent de l'information, tous les phénomènes du monde visible, et l'humanité, de ce point de vue, est à l'égal des autres objets du monde, peuvent se comprendre en termes de relations, d'échanges, de circulation de l'information. Et une phrase de Wiener qui sert de fil rouge au long de la série, c'est la suivante. « Nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons nous modifier nous-mêmes pour vivre à l'échelle de ce nouvel environnement. » Il ne faut pas s'étonner que la série proposée par Bello s'intitule « La cybernétique et nous », encore un nous. Ce nous ici, écrit avec une majuscule, indique à la fois les liens entre la nouvelle science et l'humanité, les rapports de réciprocité, mais la conjonction peut aussi se lire comme une opposition ou à tout le moins une mise à distance. Que sommes-nous en réalité face à la cybernétique? Allons-nous conformer le réel, notre réalité, à nos machines au lieu de conformer nos machines au réel? C'est la question soulevée par Donald Michael, auteur d'un article sur le futur que nous annonce la cybernétique, que reprend André Bello en rappelant qu'à ce stade, c'est-à-dire alors que le développement des réseaux en est encore assez balbutiement, nous sommes en 1967, je le cite, « Les questions importent plus que les réponses, et pourquoi et comment nous les poserons, ces questions, si par la cybernétique nous ne devenons pas conscients des radicales transformations du monde actuel. » De quelle manière la technologie cybernétique transformera-t-elle notre vie quotidienne, mais aussi l'enseignement, l'art de gouverner, l'administration, le droit, la liberté individuelle et l'idéal démocratique? C'est le titre d'une des émissions. Ce sont des questions philosophiques et éthiques, aussi bien que techniques, que cherche à poser cette série d'envergure qui convie pour en discuter aussi bien Gilbert Simondon que Fernand Dumont, Paul Ricoeur que Jean Lemoyne, Abraham Mose que Benoît Mandelbrot, parmi d'autres. Ces 26 émissions, donc, que je résume de manière épeurante, démontrent l'expertise d'André Bello dans le domaine. Mais son intelligence et sa curiosité ici ne passent pas par l'écriture, par son écriture, sinon à travers des propos vulgarisateurs et pédagogiques, ce qui démontre aussi qu'il devait être un très bon professeur. Mais Bello est écrivain et d'abord essayiste. Or, quand il parle de cybernétique en son nom propre, si je puis dire, le ton est bien différent. Je vous ai cité tantôt un court texte qui ouvrait les émissions sur la cybernétique à Radio-Canada. Voici maintenant plutôt comment s'ouvre son texte intitulé « Wiener et McLuhan ». William James, un jour qu'il se trouvait à la campagne, fit observer que sa villa ne comptait pas moins de 14 portes et qu'elles ouvraient toutes sur le dehors. Il en éprouvait une vive satisfaction. C'était, j'imagine, des temps heureux. Les mots et les choses n'écrasaient pas l'homme de leur fatalité. Aujourd'hui, dans un monde marqué par l'avènement des automates, la conscience de nos limites surgit très vite. Aiguillonnés par les changements de toutes sortes, sollicités et troublés par nos contemporains dont c'est le métier d'en parler et qui nous renvoient des crépuscules apocalyptiques à l'aube d'un nouvel âge d'or, on cherche confusément
à s'orienter afin de comprendre et de prévoir. On notera évidemment que cette entrée en matière n'a plus rien de didactique. Le texte commence par l'ouverture des portes, qui est, comme vous le savez, un syntagme commun à l'esprit de la fiction romanesque. On entre dans le texte comme on entre dans la pièce. Hein. Rappelez-vous le bon vieux proviseur qui entre au début de Madame Bovary. Mais ici, des portes, il y en a pas moins de 14 qui ouvrent sur l'extérieur. Et cette maison est celle d'un philosophe pragmatique qu'on considère souvent comme le fondateur de la psychologie aux États-Unis, fondateur d'une science centrale pour la compréhension de la subjectivité humaine. Il fait signe à celui dont il sera surtout question dans ce texte, Norbert Wiener, fondateur lui aussi d'une science, la cybernétique, science en apparence plus objective, née du cerveau d'un grand mathématicien. Wiener obtient son doctorat à 18 ans, mais qui pourtant a aussi dans les textes de son auteur une portée sociale et psychologique. On notera dans le texte qu'à l'époque de James, les mots et les choses n'écrasaient pas l'homme de leur fatalité, et le texte se clôt sur une référence explicite au livre Les mots et les choses de Foucault, hasard peut-être ou effet d'écho qui parvient à boucler la boucle d'un texte qui, cherchant à comprendre la pensée de Wiener, ne manque pas d'être labyrinthique. A contrario, on pourrait voir la maison de James comme l'envers d'un labyrinthe. Il y a 14 portes, toutes donnant sur l'extérieur. Il me semble que c'est assez difficile de ne pas en sortir si on le veut. On s'y retrouve. C'était, écrit Bello, j'imagine, des temps heureux. Par contre, à la fin des années 60, au moment de l'écriture de cet article, je cite encore, on cherche confusément à s'orienter. Dans le labyrinthe laborieux du savoir contemporain, on avance dans l'opacité et on pourrait se demander qui est le minotaure de cette ère. Je cite encore, le savoir profus de notre époque, ou bien me force à me disperser, témoin éclaté d'un univers de fragments épars, ou bien m'oblige à choisir une seule avenue. Et à la lecture de son texte, on sent bien que cette deuxième solution n'en est pas vraiment une. Époque déchirée, époque de tension, qui n'est plus celle des temps heureux. Le rapprochement entre Wiener et McLuhan peut sembler relativement surprenant. Il s'explique d'abord par le fait que la pensée de l'un et l'autre avait comme objet les problèmes de la communication, qui est également la préoccupation fondamentale de la cybernétique. Mais il y a davantage, je cite Bello, leurs œuvres découlent d'une subjectivité avouée, symbiose de la science et de la mystique, conscience angoissée chez Wiener, une fréquentation assidue de la littérature et un amour profond de la poésie chez McLuhan. Ils ne sont pas cartésiens. Sur le plan de l'épistémologie, ils auraient raté leur propédeutique. Ils ne sont pas cartésiens et on a envie d'ajouter, tout comme William James. James défend une logique non cartésienne, c'est le cas de Wiener également. Wiener, qui est un bon mathématicien et scientifique non cartésien, se retrouve au milieu d'une crise parce que la cybernétique, je cite Bello, entend occuper le domaine entier du contrôle et de l'information, lequel intéresse autant les sciences physiques que les sciences de la vie et les sciences humaines. En ce sens, Wiener ne peut agir en simple scientifique. McLuhan apparaît presque seulement en conclusion et on sent clairement qu'il n'a pas la même valeur pour Bello. Ce dernier écrira d'ailleurs « Il est difficile à la lecture de McLuhan de surmonter un premier sentiment d'irritation. Il y a peu de pages où on n'est pas frappé par des glissements de sens, des interprétations abusives. » Alors, contresens, information insuffisante quand il écrit sur Pascal, Bergson, Teilhard de Chardin, ce qui laisse entendre, pour revenir à ce qu'on disait hier, que Bello avait lu beaucoup la philosophie, puisqu'il relève, puisqu'il l'agace dans son incompréhension chez des philosophes, chez McLuhan. Alors, si ses intérêts et sa méthode, cette subjectivité de McLuhan, le rapprochent de Wiener, on a aussi un peu l'impression qu'il sert de contre-exemple. Au contraire, on voit assez bien, je pense, ce qui intéresse Bello chez Wiener, ce que je ramènerai schématiquement à 3 éléments. Je termine ma conclusion là-dessus. Le premier de ces 3 éléments, c'est son interdisciplinarité. Wiener refuse les barrières entre les disciplines et refuse les spécialisations. C'est difficile, en effet, de trouver un champ d'intérêt qui n'aurait pas intéressé Norbert Wiener. En ce sens, on ne s'étonne pas qu'il ait activement participé à la création d'une science qui avait pour objectif, ni plus ni moins, de repenser et la définition de l'être humain et ses rapports avec l'ensemble des disciplines qu'il a développées. Pour lui, écrit Bello, la cybernétique est moins une science, je cite Bello, qu'un champ où des faits, des événements, des hypothèses, des outils dessinent une forme d'esprit, suggèrent une attitude, indiquent le sens d'une recherche dont les résultats concrets, l'avènement progressif des automates, doivent inéluctablement changer le monde.
Le terme de champ, dans ce contexte, convient parfaitement à ce que veut faire la cybernétique. Dans l'œuvre ouverte d'Umberto Eco, publiée au début des années 60 et largement influencée par cette nouvelle science, Eco définissait ainsi ce qu'il appelait un champ de possibilités. La notion de champ, empruntée à la physique, implique une vision renouvelée des rapports classiques, univoques et irréversibles, de cause à effet, que remplace un système de forces réciproques, une constellation d'événements, un dynamisme des structures. La notion philosophique de possibilité reflète, elle, l'abandon par la culture d'une conception statique et syllogistique de l'ordre, l'attention à ce qu'on de d'utiles décisions personnelles et valeurs remis en situation dans l'histoire. On retrouve là, à travers les propos d'un littéraire, les effets intellectuels du feedback et la manière profondément transformée de penser les rapports sociaux propres à la cybernétique que Wiener développe. Mais pour Bellow, ce champ pour Wiener a aussi d'autres modalités qui le touchent de près, et c'est le deuxième élément que je voudrais souligner. Ce champ, selon Bellow, je répète ce que j'ai cité tantôt, dessine une forme d'esprit, suggère une attitude. Si cela concerne la cybernétique, je pose l'hypothèse que pour Bellow, ça tient aussi à l'esprit de Wiener, un esprit et une écriture proches de l'essai. Paradoxalement, même si sa science se voulait totalisante, son écriture montre bien qu'il était contre toute forme de totalisation et contre tout totalitarisme. Je reviens en 2 minutes. Étrangement, peut-être pour un scientifique, ou peut-être pas, il y a d'autres exemples, l'écriture de Wiener crée des brèches, ouvre des pistes, s'interroge sans chercher activement de réponse. Créant une science associée à de nouveaux appareils, donc à la technologie, qui vise à rien de moins qu'à recréer notre monde, Wiener rend compte en même temps d'un espace de tension qui interroge des repères de l'humanité. Bellow ne manque pas de souligner qu'à mesure qu'on avance chronologiquement dans l'œuvre non mathématique de Wiener, la hantise philosophique, l'angoisse sourde que ne réussissent pas à masquer l'humour et les exigences d'un rationalisme radical se font sentir de plus en plus manifestement. On voit mal en effet l'image stéréotypée du scientifique sûr de sa science et tourné vers le progrès et l'avenir chez ce mathématicien qui écrit par exemple dans Cybernétique et Société « L'univers mourra dans l'embrasement et l'incandescence » ou encore « Nous sommes des naufragés sur une planète vouée à la mort ». Alors, comme confiance au progrès, c'est quand même assez limité. Je disais hier, j'aime bien les litotes, mais enfin, alors, j'en arrive au troisième point, le plus important peut-être pour Bellow, que je résume par une phrase de ce dernier. C'est avec la conscience tragique que la démarche de Wiener commence à prendre tout son sens. Il y a en effet des aspects fort tragiques dans cette vie d'un homme dont on a toujours l'impression qu'il veut sauver l'humanité. On lui a beaucoup reproché d'avoir réduit les êtres humains à de simples machines à communiquer, mais il faut se remettre dans le contexte pour voir le sens politique de ses propositions, puisqu'il y avait vraiment, au-delà de la science, une dimension politique. On sort alors de la Deuxième Guerre mondiale, on vient découvrir les camps, et pour Wiener, là évidemment je vais très vite, pour Wiener, si les camps ont pu exister, c'est parce que l'information n'a pas assez circulé. Il faut donc se servir des nouvelles machines à communiquer, air et coaction, en train de se développer, pour permettre de diffuser l'information au maximum. Et d'ailleurs, les débats entre les deux individus qui sont peut-être les plus grands mathématiciens de l'époque, de l'après-guerre, c'est-à-dire Norbert Wiener et John von Neumann, sont d'ailleurs fascinants de ce point de vue-là pour ce qu'ils annoncent des tensions qui existent encore aujourd'hui autour de l'information. John von Neumann est un anticommuniste notoire, politiquement très à droite. Par exemple, il avait suggéré au tout début de la guerre de Corée, avant que la guerre de Corée commence, qu'on largue des bombes nucléaires sur la Corée de manière préventive. Vous voyez, c'est ce genre d'individu. Von Neumann voyait dans ces nouvelles machines une possibilité de concentrer l'information le plus possible pour éviter les erreurs. Mais qui contrôlerait cette information? Pour Wiener, au contraire, il s'agissait de permettre au plus grand nombre d'avoir accès au maximum d'informations par le biais des ordinateurs que chacun devait pouvoir rejoindre. En ce sens, devant notre ordinateur, nous devrions toujours être redevables à Wiener, qui n'avait pas vu cependant l'usage que pourraient en faire les pouvoirs en place, voire pour ne prendre qu'un exemple spectaculaire, les révélations évidemment d'Edward Snowden sur la captation des métadonnées. Par ailleurs, dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire immédiatement après la guerre, ce qui a signifié, faire de l'être humain une machine à communiquer, c'était aussi une manière d'insister sur l'égalité des êtres.
Pas de racisme, d'antisémitisme, de sexisme, de différence de classe, nous sommes tous des machines communicantes. Alors évidemment, aujourd'hui, ça peut nous sembler extrêmement naïf, mais encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et même dans le métro, tantôt en m'en venant, je me suis souvenu d'une anecdote qui vaut quand même beaucoup, qui est spectaculaire et qui vaut pour la personne sur qui qu'elle touche. Ça concerne Robert Oppenheimer. Alors, Robert Oppenheimer, vous savez, était le responsable du projet Manhattan qui a conduit aux explosions, à la création de la bombe nucléaire. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc, on apprend ce qu'était le projet Manhattan, qui était un secret vraiment très bien gardé. Hein. Harry Truman, qui était vice-président des États-Unis, a appris le projet Manhattan en devenant président. Même le vice-président des États-Unis n'était pas au courant, il faut vous dire. Et donc, Oppenheimer devient un héros national. Et sans couverture de tous les journaux, de toutes les revues, en plus c'est charismatique, interviewé partout, etc. Tout le monde se l'arrache, et ça fait 3 ans que Oppenheimer n'a pas enseigné à l'université. Et là, c'est un héros national, et tout le monde se demande où Oppenheimer va-t-il retourner enseigner à l'université. Et il parle de ses amis, un autre physicien assez célèbre à l'époque, Ernest Lawrence. Il dit, sais-tu, j'aimerais bien retourner enseigner à Berkeley, parce qu'avant la guerre, Oppenheimer enseignait à Berkeley, alternativement à Berkeley, à Stanford. Alors Lawrence est tout content. Et Oppenheimer est un juif new-yorkais, donc athée. J'ai quand même pas mal pratiqué ses textes. Je me souviens d'aucun texte où Oppenheimer a relevé le fait qu'il était juif. C'est intéressant, cette question-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour vous mettre en contexte, Lawrence va à Berkeley, parle au doyen de la faculté des sciences en disant « Écoute, Oppenheimer voudrait venir enseigner ici », et le doyen des sciences, dubitatif, nous sommes en novembre 1945, dit à Lawrence « Écoute, je ne sais pas si ce serait une bonne idée, à la faculté, il y a déjà un juif, c'est peut-être assez. » Alors, on vient de découvrir les camps. C'est pour vous dire que rien n'est fini. Et Wiener est parfaitement conscient de ça. Et quand il fait ses propositions sur la communication qui vise justement à abolir les différences d'une certaine façon, c'est en toute conscience de cause avec ce qui est en train de se passer. Autrement dit, Wiener est peut-être naïf, mais au moins c'est pas un salaud, ça on en est sûr. Cela dit, à la fin des années 40, il est déjà conscient des contradictions dans lesquelles il se trouve pris. Comme écrit Pierre Castelnau-Guez dans le livre récent, Les rêves cybernétiques de Norbert Wiener, il dénonce le processus de mécanisation de l'humain dans l'usine automatique, mais contribue lui-même à le renforcer par ses travaux sur la cybernétique. Conscience tragique, donc, car il produit d'un côté, indirectement, mais quand même, ce qu'il dénonce de l'autre. Ce que Bellow écrit, lui aussi, à sa manière, déjà en 1967. Dans un premier mouvement, il se félicite de voir ses prédictions réalisées. En matérialiste orthodoxe, il déclare que la machine, comme l'homme, est douée d'intelligence, d'originalité, d'invention. Mais il y a une étrange dualité en lui. À mesure qu'il hausse la machine vers l'homme, il affirme le primat des valeurs humaines qu'il sent menacées. Wiener n'était pas naïf, le problème ne se réduisait pas au bon ou au mauvais usage de la machine, objet neutre en soi. Ce qui le préoccupait, c'était le rapport existentiel entre l'homme et la machine. C'est cette conscience déchirée qui intéresse Bellow. Il pourrait là encore reprendre les propos de Castelnau-Guez, que je cite. « Depuis le début de cette enquête, » donc il parle de son livre, « depuis le début de cette enquête, je laisse entièrement de côté la théorie de l'information et l'aspect scientifique de la cybernétique pour m'intéresser uniquement à un domaine en marge, entre science et fiction. Je m'attache au personnage de Wiener. » Et le mot « personnage » est au pluriel. Ce qui fait sens, d'autant plus que la tragédie de Wiener se situe aussi à un autre niveau que Bellow pouvait connaître, mais que nous connaissons maintenant. Wiener était bipolaire. Alors déjà que sur le plan mathématique, il était tellement en avance sur les autres qu'on avait du mal à le suivre, mais ces crises, dont personne ne connaissait les raisons, l'ont aussi discrédité, ont aussi discrédité beaucoup de ses idées progressistes auprès de gens déjà peu enclins à défendre son humanisme. Comme rappelait une de ses deux filles dans une biographie récente de Flo Conway et Jim Segelman, « Mon père n'a jamais été une seule personne, il en était de nombreuses tour à tour et très contradictoires. » Alors, comme Castelnau-Guez, Bellow connaît très bien la cybernétique depuis ses origines, en témoigne la série qu'il a préparée, mais plus précisément, dans son cas, je dirais que c'est Norbert Wiener comme texte qui l'intéresse ici. C'est l'essayiste qui exhibe ses contradictions, les met en scène,
tente de résoudre la crise éthique qu'il est en train de créer, ne cesse d'insister sur les vertus humanistes alors qu'il déshumanise l'espèce. C'est l'homme à la fine pointe de la science, dont le dernier livre pourtant s'intitulera God and Golem, un homme pour qui la science orthodoxe ne peut exister sans imagination et qui d'ailleurs écrira lui-même des nouvelles policières sous un pseudonyme transparent, W. Norbert. Parallèlement à l'examen et à la réflexion sur une science neuve en train de changer notre civilisation dans la série radiophonique, Bello se penche, manifestement avec passion, sur la figure qui cristallise les ambiguïtés d'une civilisation profondément technologique chez un homme qui était devenu un essayiste presque malgré lui. Et je conclus très brièvement en rappelant encore une fois, par cet intérêt encore rare à l'époque au Québec, je voudrais souligner la curiosité de Bello qui aurait eu encore, je pense, beaucoup de choses à dire sur ces questions avec le développement des réseaux qui ont lieu par la suite. Ce qu'il n'a pas eu le temps de faire parce qu'il est mort bien jeune. Quand il est mort, je me suis retrouvé qu'il mourait jeune. Et aujourd'hui, hasard des dates, j'ai exactement l'âge d'André Bello au moment de sa mort et vous comprendrez, relativité aidant, que je trouve que c'est encore beaucoup plus jeune que je le pensais il y a 30 ans.